Bonjour à tous, je suis Jérôme Lecoq, je suis philosophe praticien et je vais aujourd'hui vous parler dans cette vidéo du temps. Plus particulièrement, nous allons essayer ensemble de comprendre ce que c'est que le temps. Alors d'emblée avec la question du temps se pose évidemment celle de sa définition et notamment de son objectivation, puisque le temps en effet pour les philosophes n'est pas une chose, notamment pour Kant, mais c'est plutôt ce à partir de quoi il existe des choses pour nous. Le temps est partout, il est à la fois en nous, hors de nous, autour de nous, avant, pendant et après nous, pour nous et pour les autres. Alors Kant disait que le temps est une forme a priori de notre sensibilité, ce qui signifie qu'il est ce par quoi se constitue pour nous une expérience ou toute forme d'expérience. L'autre forme a priori de ce qu'il appelle la sensibilité, justement, c'est l'espace. Donc nous ne pouvons faire l'expérience d'être qu'à travers les formes a priori du temps et de l'espace. Et les objets, donc en tant que phénomène, sont tous toujours déjà dans le temps. Le temps est la condition formelle de tous les objets en général. Et donc on ne peut pas supprimer, on ne peut pas extraire autrement que de manière superficielle le temps par rapport au phénomène, même si on peut le faire, je le disais donc, par la pensée. Le temps est donc quelque chose qui est a priori. Sans lui, toute réalité des phénomènes et de l'expérience est impossible. Il ne dérive pas de l'expérience, mais au contraire, il la conditionne. Alors je cite Kant, il dit « Le temps n'est pas un concept empirique, le temps n'est pas quelque chose qui existe en soi ou qui est inhérent aux choses comme une détermination objective. Le temps permet de recevoir le divers phénoménal. » Donc ça, c'était une citation extraite de la critique de la raison pure pour les gens motivés. Alors, mais si le temps n'était que cela, il ne nous poserait pas plus de problèmes que ça, nous n'y penserions jamais. Or, le temps pose problème à l'être humain, il nous pose problème, et je dirais le principal problème que nous pose le temps, c'est qu'il nous rappelle à notre finitude, à notre mortalité. C'est donc par la perspective de la mort que le temps prend pour moi une dimension tragique, qu'il acquiert une intensité, une épaisseur existentielle. Si nous étions immortels, le temps n'aurait pas de valeur pour nous. Mais la mort en tant que néant de l'être est une peur fondamentale chez l'être humain, et de toutes parts, donc, cette mort me renvoie à ma finitude, à mon incomplétude, à mon imperfection. Le temps passe, et moi avec. Et c'est par la perception de changement en moi et autour de moi que je prends conscience du temps. Les êtres naissent, ils meurent. En ce moment même particulièrement, nous sommes quotidiennement rappelés à cette dure réalité de fin de vie. Mais le temps, lui, il ne s'arrête pas, il continue, impassible. Donc par conséquent, un rapport fondamental que nous avons avec le temps, c'est celui de l'impuissance. Quoi que nous fassions, il ne laissera pas de passer. Si je l'oublie, le voilà qui se rappelle à moi. Comme le disait saint Augustin, qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Ça, c'est saint Augustin dans les Confessions. Donc, si j'en prends une conscience aiguë et que je le mesure, par exemple, eh bien, je ne fais que me donner l'illusion d'en maîtriser le cours, mais je sais bien en mon fort intérieur qu'il ne s'agit que d'une illusion. Je me sens impuissant. Pourquoi je me sens impuissant? Tout simplement parce que j'ai ce désir d'éternité, de persévérer éternellement dans mon être, et je me vois, au contraire, fini. Et c'est le constat de ce hiatus, de cette impuissance, c'est bien ça qui est tragique dans l'existence. Donc, face à cette impuissance, nous tentons de retrouver une forme de puissance face au temps. Et pour ce faire, je vais vous exposer quelques stratégies communément utilisées par les êtres humains pour reprendre de la puissance face au temps. Voilà, donc il y en a 6 que j'ai identifiées principalement. La première stratégie, donc, c'est l'engagement dans le présent, dans l'intensité de l'activité. Donc, en vivant pleinement ce que je suis en train de faire, en étant pleinement concentré sur ma tâche, eh bien, j'oublie quelque peu le passage du temps, car je suis pris dans son flux, je me laisse porter par le temps, tout en faisant
corps et esprit avec mon activité. Donc cet état qu'on pourrait appeler de flux mental, procure un certain bien-être sous la forme d'une tranquillité, une sérénité vigilante, tout en me permettant de produire quelque chose. Alors ça peut être une œuvre d'art, un bien matériel, une idée, un texte, de la musique ou même simplement un effort. Et cette production justement me permet de marquer ma progression dans le temps, ce qui est une manière de m'en rappeler, et par conséquent il est plus efficace de se concentrer justement sur le processus de l'activité lui-même plutôt que sur le résultat, puisque le résultat il passe, alors que le processus nous plonge dans le présent. Évidemment, le problème de cette stratégie, c'est qu'elle nécessite de s'octroyer donc des plages de solitude à l'abri de toute distraction, ce qui évidemment, dans nos temps actuels, est assez difficile. Et ça peut être assimilé à une forme de méditation. Et donc, en général, évidemment, on est toujours happé par des distractions extérieures qui vont me sortir de cet état assez fragile, mais il est toujours possible d'être pleinement à sa tâche, tout en étant avec les autres, comme par exemple lorsqu'on joue d'un instrument de musique dans un orchestre, ou que nous dansons en groupe, ou encore quand on fait des sports collectifs ou du yoga. La deuxième stratégie, c'est la planification, l'optimisation, la catégorisation, l'organisation. Donc tout ce qui relève de la mesure et du découpage du temps. Donc en découpant ma journée de travail en plages horaires, je rationalise mon temps en fonction de mes objectifs. Je me crée ce qu'on appelle un emploi du temps. Donc je planifie des tâches, ce qui va séquencer mon activité, et je fais en sorte que mon activité soit utile, que le temps qui passe soit occupé par des activités qui correspondent à des objectifs que je me suis fixés, ce qui me donne l'illusion d'une structure, d'un ordre des choses, a fortiori si c'est une routine qui va en plus me rassurer. Le problème avec cette stratégie, encore une fois, c'est que l'activité elle-même de planification prend beaucoup de temps, notamment dans des environnements qui sont rapidement changeants. Mais je pense que c'est un temps qui est assez nécessaire à prendre au quotidien. Et en plus, ça suppose que j'ai des objectifs qui sont relativement clairs, ce qui est en pratique souvent loin d'être le cas. Et l'autre problème, c'est que si la planification est rigide, elle ne laisse plus de place à l'imprévu, ce qui risque de faire tout exploser et qui va entraîner évidemment une grande anxiété en retour. La troisième stratégie, c'est ce que j'appellerais le papillonnage ou l'éparpillement. Donc là, c'est plutôt l'idée de se perdre dans une multiplication des activités, dans des projets et des tâches qui ne finissent jamais. Ainsi donc le sujet passe d'une activité à l'autre sans jamais finir aucune des activités, ce qui lui donne l'impression d'être toujours en mouvement sans jamais atteindre la limite. Donc ça le met dans une illusion de mouvement perpétuel. Alors cette stratégie, elle est assez faible parce que le sujet a très rapidement l'impression de tourner en rond, de faire du surplace, et il ne voit jamais l'aboutissement concret de ces projets. Ce qui finit inévitablement par le frustrer. De plus, son entourage, évidemment, va le juger peu fiable et évitera de s'engager dans des projets avec lui, ce qui va finir par l'isoler. La quatrième stratégie, c'est de toucher du doigt l'éternité. Alors cette stratégie se décline en plusieurs modalités principales. La plus puissante, je dirais, c'est d'adopter une religion, notamment les religions du livre, comme on dit, qui nous offrent la possibilité, moyennant quelques sacrifices ici-bas, d'accéder à une vie au-delà de la mort, même si les modalités de cette vie sont largement indéterminées, et que de cette vie après la mort, et qu'il reviendra donc à chacun de s'en faire une idée plus précise. Alors l'inconvénient, c'est que comme toutes les religions, il faut prendre, je dirais, le package deal de la religion, avec toutes les contraintes que ça comporte, mais il est évident que ça reste une consolation majeure face à la finitude de l'existence, pour supporter les difficultés ici-bas, dans l'espoir d'une félicité éternelle après le temps terrestre.
La deuxième modalité, c'est d'engendrer une descendance, hein, d'avoir des enfants, voire de créer une dynastie pour les plus puissants d'entre nous, qui, on peut peut-être l'espérer, nous survivra en tout cas portera notre souvenir, peut-être au-delà de 3 ou 4 générations. Après, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà, donc c'est comme une consolation assez maigre, sauf quand on a des gens illustres dans la famille. Ce qui est donc le cas dans une troisième modalité, qui est de créer une œuvre, puisque une œuvre permet effectivement de survivre d'une certaine manière dans le temps, alors que ce soit une œuvre scientifique, entrepreneuriale, littéraire, philosophique ou artistique. Nous pensons que l'œuvre nous survivra, qu'elle laissera une trace dans l'histoire et nous donnera par conséquent accès à une certaine forme d'éternité. Alors au temps de la Grèce antique, justement, il y avait les actes héroïques, hein, des héros, dont on chantait les louanges notamment à travers les poèmes d'Homère, et qui jouaient ce rôle remarquable donc de marquage indélébile du temps pour l'éternité. Alors revenons donc aux stratégies maintenant. Donc après la stratégie de toucher du doigt l'éternité, la 5e stratégie, c'est la connaissance. Alors, pourquoi la connaissance? Parce que en accumulant des connaissances, eh bien, on se donne encore une fois l'illusion de maîtriser le temps. Alors, quand on acquiert une connaissance, en effet, on l'acquiert en général pour toujours. Elle ne pourra ne plus être une connaissance. Alors, évidemment, même si on ne peut pas empêcher parfois l'oubli et la dégénérescence. Lorsque j'apprends une chose, je la parcours du regard entièrement, je peux la rejouer. On peut par exemple penser à un morceau de musique. On peut la décortiquer, on peut la stocker, l'utiliser pour faire des déductions, donc générer de nouvelles connaissances par la seule puissance de notre raison. Bref, on se comporte un petit peu comme un dieu par rapport à nos connaissances. Lorsque je manipule des connaissances, le temps n'y a pas de prise. Une idée, un savoir ne passe pas. Il est à disposition et ne se corrompt pas avec le temps. Hein. Or, des principales puissances destructrices du temps, c'est donc la corruption. Un concept ne se dégrade pas, ne meurt pas, ne dégénère pas, a priori. Il peut tomber dans l'oubli, certes, si on n'utilise plus. Reste encore une fois qu'évidemment, acquérir des connaissances, encore une fois, ça demande du temps, ça demande de l'effort, notamment d'assimilation, de digestion, ce qui, encore une fois, nous renvoie au temps, malgré tous nos efforts désespérés pour nous en extraire. D'autant plus qu'on peut aussi se noyer dans les connaissances, puisqu'aujourd'hui elles sont disponibles partout et tout le temps. La sixième stratégie, c'est la contemplation esthétique. Lorsque je contemple une œuvre d'art, eh bien, comme disait le poète, le temps suspend son vol, car la représentation est ce que Schopenhauer appelait la volonté avec un grand V. Hein, donc c'est ce que Schopenhauer appelait donc la volonté, et qui est un instinct de persévérer dans son élan vital. Et cet instinct, et en général, il est évidemment contrarié par la représentation de la mort. Or, dans la contemplation esthétique, il n'y a plus, cet instinct s'arrête, il est suspendu. Donc nous ne voulons plus, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de vouloir, il n'y a plus de volonté. Et évidemment, si nous ne voulons plus, eh bien, nous ne craignons plus non plus. Nous n'anticipons plus, nous ne regrettons plus. Nous ne faisons que voir, que contempler, nous ne sommes qu'un pur voir, une pure contemplation. Donc, voilà, c'est une stratégie, hein, aller dans des musées, contempler, vous verrez que le temps suspendra son vol. Le problème, évidemment, c'est que ça nécessite quand même, en général, une certaine sensibilité artistique et probablement, diront certains, une éducation artistique. Pour contempler une œuvre d'art, encore faut-il savoir quoi voir, que l'œil sache quoi voir, notamment lorsqu'on est face à des œuvres non figuratives et de l'art abstrait, qu'on trouve notamment dans l'art moderne. Voilà. Donc, nous sommes, pour conclure, nous sommes donc des êtres dans le temps, nous sommes des êtres du temps, où qu'on regarde, quoi qu'on fasse,
on n'échappe pas au temps. Nous sommes des créatures mortelles. Donc nous ne pouvons ni avancer dans le temps, ni reculer dans le temps. Si nous pouvions probablement reculer dans le temps, voyager dans le temps, nous aurions déjà reçu la visite de voyageurs du futur. C'est un des paradoxes que citait notamment, je crois, le physicien Fermi. Donc à quelque niveau qu'on se place, que ce soit celui de l'atome ou celui de la galaxie, le temps est toujours déjà là. Toute tentative d'ignorer le temps ne fera que le faire revenir de plus belle. C'est un peu comme chasser le naturel, il revient au galop. Alors, je dirais que la seule stratégie vraiment efficace, c'est celle d'une joyeuse acceptation de notre finitude. L'être humain a toujours voulu trouver des points d'ancrage fixes pour le sortir de ce mouvement anthropique indépassable. Alors, pour chaque philosophe, il est allé de son concept. Chez Spinoza, c'est la nature. Chez d'autres, c'est Dieu. Chez Descartes, par exemple, c'est l'âme immortelle. Ou chez les chrétiens, évidemment. Chez Platon, c'est le monde des idées. Pour d'autres, beaucoup de modernes, c'est la subjectivité même. La science aussi, avec le transhumanisme. Mais pour rejoindre ce que disait Sartre, le temps est une introduction du néant au sein de l'être. Et d'ailleurs, il disait que le devenir était la synthèse entre l'être et le néant. Et alors là, je vais être un petit peu plus technique. En citant Hegel, Hegel disait que la fleur est la réfutation du bourgeon dans la plante. Voilà, la fleur est la réfutation du bourgeon dans la plante, en même temps qu'elle en est le produit, et donc la continuité. Je vous laisse à cette réflexion philosophique. Donc pour dire que à la fois le maintien de l'être et la destruction dans l'être, dans le devenir, voici ce que c'est l'essence du temps, voici ce que c'est que le devenir, c'est ce qu'on appelle aussi la dialectique. Voilà. Sur ces réflexions un peu plus techniques, j'espère que cette vidéo vous a donné matière à réflexion. Donc je m'appelle donc Jérôme Lecoq, je suis philosophe praticien et je vous dis aussi au passage qu'une bonne stratégie donc, pour aussi sortir du temps, c'est de réfléchir sur le temps, de réfléchir sur soi, et notamment de se donner des priorités en fonction de ses valeurs. Et pour connaître ces valeurs, évidemment, il faut se connaître, puisque, comme disait l'adage sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu te soumettras les dieux et l'existence. Et par conséquent, la consultation philosophique que je pratique en groupe et en individuel permet d'une certaine manière de travailler sur sa pensée, de mieux se connaître, et aussi par le travail de réflexion, je dirais, de s'extraire momentanément du temps et de réfléchir sur les ancrages justement que nous avons